Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La 145e Assemblée de l'Union interparlementaire se tient à Kigali, au Rwanda, du 11 au 15 octobre. Un événement porté sur l'égalité des genres que le Rwanda, souvent cité comme exemple en la matière, s'est incarné. Retour du Tchad sur le marché financier de la CEMAC après 9 ans d'absence. Avec un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA, le pays s'apprête de nouveau à tester sa signature sur le marché régional. Et la deuxième édition du championnat scolaire africain se prépare. Le coup d'envoi de la phase zonale a débuté avec le tournoi qualificatif de la zone UNAF qui regroupe les pays d'Afrique du Nord. C'était du 7 au 9 octobre au Caire, en Égypte. Et tout d'abord, l'économie égyptienne est mise à rude épreuve. En plus de l'inflation, le pays souffre d'une pénurie de dollars qui exerce une pression sur la livre égyptienne, ce qui a fortement ralenti les importations dont le pays est fortement dépendant. Selon les experts, la livre égyptienne a perdu entre 20 et 25% de sa valeur face au dollar depuis le début de l'année 2022. Un coup dur pour l'Égypte, 6 ans après avoir traversé une crise économique qui l'a amené à dévaluer sa monnaie nationale et à contracter un prêt de 12 milliards de dollars auprès du Fonds monétaire international. Le Rwanda accueille la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire du 11 au 15 octobre à Kigali. Un événement placé sous le thème « L'égalité des genres » et les parlements sensibles au genre comme moteur de changement pour un monde plus résilient et pacifique, un thème prôné par le Rwanda, souvent cité comme modèle en la matière, un sujet de Nathalie Mo. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a appelé à la solidarité mondiale dans la lutte contre l'idéologie du génocide le 11 octobre 2022 lors de l'ouverture de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire à Kigali. La législation et la coopération doivent être mises à contribution pour la construction d'un monde plus pacifique et exempt de toute forme de discrimination, a plaidé le chef d'État rwandais. La collaboration entre les parlements est nécessaire pour travailler sur tous ces défis, pour criminaliser toutes les formes de déshumanisation et de racisme dans le monde. Il n'y a pas de pays individuel, il n'y a pas de région, il n'y a pas de parti dans ce monde qui puisse prétendre tout avoir. Cela commence par travailler sur la démocratie, travailler sur la paix. Si nous ne le faisons pas par le biais de la coopération, je ne pense pas que nous puissions accomplir quoi que ce soit. Il s'agit de la reconnaissance de notre humanité commune pour l'amélioration de nos sociétés et la protection des générations futures. Le président Paul Kagame invite les parlements mondiaux à engager plus de femmes dans le processus de construction d'un monde en paix et plus résilient dans un contexte mondial marqué par des défis multiformes, internes et externes qui touchent les pays à l'échelle globale. S'inscrivant dans un contexte rwandais et africain, le dirigeant est-africain a noté l'engagement historique des femmes dans les luttes de libération et dans les missions de maintien de la paix. En 2020, plus de 1500 femmes médiatrices pour la paix ont été formées pour intervenir dans les crises sécuritaires au Sahel. L'égalité des sexes est mieux atteinte lorsque nous reconnaissons qu'il s'agit d'un droit pour tous et partout. Les femmes sont l'épine dorsale des sociétés résilientes et pacifiques. Nous avons besoin des cadres juridiques et politiques solides en mettant l'accent sur la mise en œuvre et les résultats. La 145e Assemblée de l'Union interparlementaire se tient sous le thème « L'égalité des femmes et les parlements sensibles au genre comme moteur de changement pour un monde plus résilient et pacifique ». En Afrique et dans le monde, le Rwanda se présente comme un modèle en matière d'égalité de genre dans les instances de décision. Dans ce pays, les femmes occupent 61,25% des sièges au Parlement contre une moyenne mondiale de 25%. Le Tchad est de retour sur le marché financier de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Après 9 ans d'absence, le pays s'apprête à solliciter 100 milliards de francs CFA. Cette opération lui permettra de tester sa signature auprès de la communauté des investisseurs. Plus de détails avec Samantha Saberou Saboubanga.
Après 9 ans d'absence sur le marché financier de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, le Tchad est de retour sur le marché de l'institution d'émission des 6 pays. Ce retour a été possible grâce à la CBT, Bourse du Tchad, et AFC, Capital SA du groupe Banque Atlantique, qui ont signé un accord auprès de la communauté des investisseurs. Le dernier emprunt obligataire émis par le Tchad a été fait en 2013, ce qui fait que le pays a passé 9 ans presque absent du marché financier, mais sauf que le dernier emprunt obligataire a essayé d'étoffer la crédibilité de l'État, la signature de l'État tchadien, sa crédibilité, sa capacité à s'endetter sur les marchés des emprunts obligataires. Ainsi, le pays a retenu un consortium mené par Beko Capital, Adviorsi, SA et Afrilands, Bourse du Cameroun, comme arrangeur et chef de file d'un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA pour lesquels 80 milliards de francs CFA ont déjà été confirmés en prise ferme. La lettre de mandat a été signée le 6 octobre 2022 à Yaoundé au Cameroun. Cette opération qui marque le retour du Tchad sur le marché financier de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale est une sorte de sondage d'opinion de la signature du Tchad sur le marché régional. Au lendemain des décisions prises au Tchad visant à étoffer de nouveau la crédibilité politique du pays, l'État va donc, à travers ce nouvel emprunt obligataire, tester son image auprès des investisseurs, tester son image auprès de tous ceux qui peuvent encore acheter la signature du Tchad. Les fonds levés devraient permettre au pays d'Afrique centrale de redynamiser son économie après la conjoncture difficile renforcée par la pandémie du Covid-19. Plusieurs projets vont aussi être réalisés, notamment la construction des infrastructures économiques, électriques, scolaires, la finalisation des chantiers de grands édifices publics tels que la voirie urbaine pour l'assainissement de la ville de Djamena. Également dans l'actualité aux Comores, des incidents violents ont éclaté en pleine célébration de la naissance du prophète Mahomet dans l'après-midi de ce mercredi 12 octobre dans la ville de Mbéni. En Grande Comore, les notables de Mbéni ont bravé l'interdiction de se rassembler en semaine pour le Maulid, dont la célébration a été réservée au week-end sous injonction du ministère des Finances pour inciter les fidèles à aller travailler en semaine. Une situation qui a engendré l'intervention assez vive des forces de l'ordre, ce qui a embrasé la ville. Une vingtaine de blessés sont à déplorer. Un calme précaire est revenu dans cette localité en fin de journée. Le Soudan continue de faire face à une profonde crise politique et économique plus de 3 ans après la révolution qui a débuté avec une série de manifestations en décembre 2018. La jeunesse est vent debout, surtout depuis le coup d'État militaire d'octobre 2021. Inquiets pour leur avenir, beaucoup de jeunes ont fait le choix de partir. Un sujet de Zahra Mohamed-Moutiou. Ils dénoncent l'incapacité du gouvernement militaire à gérer le pays. Et sans perspective à l'horizon, ces étudiants soudanais veulent partir. Quitter un pays sous haute tension est devenu nécessaire pour eux. Le pays a d'innombrables problèmes. Le calendrier des universités pose plusieurs problèmes. La fin des études prend désormais 6 à 7 ans au lieu de 4 à 5 ans avant, selon la filière. C'est l'un des problèmes, c'est pour cela que je ne veux pas continuer. Depuis le coup d'État d'octobre 2021 et l'arrivée au pouvoir du général Abdel Fattah al-Burhan, la crise économique s'est aggravée, accentuant la montée de la contestation populaire. Le pouvoir militaire est régulièrement accusé d'être à l'origine de cette crise. La situation est telle que l'an dernier, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, au moins 22 000 personnes originaires du Soudan ont fui leur pays. Certains passent par l'Égypte. C'est ce que prévoit de faire cet autre étudiant. Je ne vais pas rester en Égypte qui n'est qu'un point de passage. Nous y resterons 2 ou 3 mois pour récolter 1 000 ou 2 000 $ et nous nous dirigerons vers la frontière libyenne. Le Soudan est au bord d'un effondrement économique mais aussi sécuritaire.
Le coup d'État de 2021 a mis un coup d'arrêt à la transition démocratique engagée depuis le soulèvement de 2019, provoquant notamment le départ de nombreux étudiants. La Libye fait face à un désastre écologique. De nombreuses plages noyées sous les déchets sont désormais interdites à la baignade à cause de la pollution alarmante. Cet enjeu environnemental est vite devenu une question de santé publique. C'est dans ce contexte qu'une campagne de nettoyage a été lancée à Homs, dans le nord-ouest du pays. Plus de détails avec Zahra Mohamed Moutiou. Homs, une ville portuaire du nord-ouest de la Libye, est totalement désarmée en matière de gestion des déchets. Cela se traduit par des décharges pleines à craquer, où des matériaux toxiques, des équipements électroniques et chimiques se mélangent à d'autres ordures. Des organisations de la société civile pointent régulièrement la responsabilité des pouvoirs publics. Cet homme de 52 ans vient de lancer une campagne qui vise à débarrasser cette plage de ces déchets car leur présence est une véritable bombe à retardement pour la santé des populations et pour l'environnement. Bien que les déchets soient presque partout sur la plage, nous essayons de renforcer la culture de la préservation de l'environnement et de mettre fin à la pollution. Et dans cette partie du pays, cette portion du littoral libyen est la plus polluée du territoire. La campagne lancée par Ali Roukeibi, qui n'est pas la première, mobilise alors de nombreuses personnes qui viennent des 4 coins du pays, comme Souer Ikteiri, une habitante de la capitale. Nous sommes venus ici pour nettoyer et garder nos plages propres, à commencer par Homs. Nous allons nettoyer nos plages d'est en ouest afin de garder toutes les côtes de la Libye propres pour que les gens puissent en profiter. J'espère aussi que tous les visiteurs qui viendront ici vont nettoyer. Un appel au civisme, une nécessité. À l'heure où face aux montagnes d'ordures, de nombreuses plages sont interdites à la baignade du fait d'une pollution qui ne cesse de prendre de l'ampleur. C'était l'un des projets phares portés par Patrice Motsepe dès son arrivée à la tête de la Confédération africaine de football. Le championnat scolaire africain en est déjà à sa 2e édition. Le coup d'envoi de la phase zonale a été donné le 7 octobre avec le tournoi qualificatif de l'UNAF qui regroupe les pays d'Afrique du Nord. Un sujet de José Douglas. 200 garçons et filles de la région nord-africaine étaient présents pour disputer les premières épreuves. Des dignitaires de plusieurs pays, dont le ministre égyptien des Sports, Achraf Sobi, et le ministre égyptien de l'Éducation, le docteur Reda Egazi, ont assisté à la cérémonie d'ouverture au Caire. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, était représenté par le secrétaire général de la CAF, Véron Mosango Omba. Présence également du président libyen de l'UNAF, Abdel Hakim Al-Shalmani. Les élèves des écoles d'Égypte, de Libye, de l'Algérie, de Tunisie et du Maroc étaient en liesse lorsque Mosango Omba et les autres dignitaires ont lancé le tournoi. Un projet piloté et initié par la FIFA et la CAF. Nous devons donner aux enfants le droit et la possibilité de rêver en investissant dans la vie des jeunes de notre continent. Je tiens également à remercier la FIFA et le président de la FIFA pour l'excellent partenariat, mais aussi pour le rôle que la FIFA a joué dans la réalisation de ce projet. Le vainqueur du championnat africain de football scolaire au niveau continental gagnera 300 000 USD et chacun des gagnants au niveau des 6 unions zonales 100 000 USD. Notre objectif, tout comme la Coupe d'Afrique des écoles, est de développer le football au niveau de base, mais aussi de développer les jeunes qui seront de grands ambassadeurs pour l'Afrique. C'est une ère d'espoir, mais aussi de réalisation. Plusieurs représentants du football français étaient aussi présents, comme Jean-Claude Lafargue, directeur et entraîneur de l'UNF Clairefontaine, et Ludovic Debruy de la Fédération française de football, et ont dirigé quelques ateliers visant à responsabiliser et à encourager les jeunes participants à rester dans le jeu et à utiliser l'impact social du football dans les communautés et les pays où se trouvent les écoles pour changer le visage de l'Afrique. Prochain rendez-vous, ce sera le tournoi à Kosafa au Malawi du 28 au 30 octobre 2022. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.